Fidèle au poste, mesdames et messieurs, pour la rétrospective de la semaine, en ce dimanche, j'ai le réel plaisir de recevoir le député national élu de la circonscription de Boendé dans la Tchapa. Il est député du MLC, donc cela va de soi, membre de l'AMUCA. Avec Jacques Njoli, nous allons décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc de vous retrouver, Jacques Njoli. Merci beaucoup. Jacques Njoli, merci. Mais comment vous êtes à Kinshasa? Parce qu'aujourd'hui, la capitale est à Lubumbashi. D'ailleurs, je me demandais si je vous aurais ce dimanche. Tout le monde aujourd'hui est à Lubumbashi, mais on a remarqué la grande absence de membres du MLC pour accueillir Moïse Katumbi. Est-ce que l'AMUCA est déjà fissurée? L'AMUCA est déjà démembrée? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une grande nouvelle. C'est un événement. Le retour du coordinateur de l'AMUCA, le président Moïse Chapoué Katumbi. Et il y a une forte délégation de l'opposition, pas moins de 50 députés qui sont à Lubumbashi pour l'accueillir. Il y a une autre partie qui est restée à Kinshasa parce que nous sommes en train de mettre en place le groupe parlementaire et demain il y a plénière pour évaluer l'évolution. Nous, de l'AMUCA, de l'opposition, nous n'avons pas les moyens de reporter les séances lorsque nous avons des événements aussi importants. Donc nous devons à la fois être à Lubumbashi, il y a une grande partie de nos amis qui sont là. L'AMUCA se porte bien parce que beaucoup de gens m'ont dit de vous poser cette question, Jacques Njoli, avec cette histoire, permettez le terme de présidence tournante. Est-ce que l'AMUCA se porte bien? Je crois que... Parce qu'il y a des sons discordants, hein, il y en a, on ne sait pas qui soutient qui. Aujourd'hui, il y a l'AMUCA El Fachi, il y a l'AMUCA El Fayoulou. Donc, comment est l'AMUCA aujourd'hui? Non, il faut d'abord vous projeter au 28 novembre 2018. Donc l'AMUCA était une plateforme électorale qui devait soutenir un candidat commun au niveau des élections présidentielles. Et nous avons reçu le pari d'avoir ce candidat commun et pratiquement le faire élire à un score remarquable. Le 27 avril, donc il y a moins d'un mois, nous nous sommes retrouvés, du moins le directoire s'est retrouvé à Bruxelles pour évaluer ce qui a été fait depuis Genève et Bruxelles et voir le futur de l'AMUCA. Et là, contrairement aux oiseaux de mauvais augure, il y a eu réaffirmation de l'unité de l'AMUCA, il y a eu mise en place d'une direction politique collégiale avec un coordonnateur qui va, n'est-ce pas, pendant 3 mois, dans un cadre d'un présidium, mener, n'est-ce pas, à la requalification et au réformatage du l'AMUCA. Et c'est le président Moïse Katumbi. Le combat on a l'impression qu'il y a 2 combats aujourd'hui. Est-ce que le combat de... Excusez-moi, est-ce que le combat de Martin Fayoulou sur la vérité des urnes, est-ce que ce n'est pas un peu obsolète aujourd'hui? Parce qu'on a suivi les propos de Moïse Katumbi. Lui, il a dit il rentre, il a beaucoup de choses à faire. Est-ce que ce combat de vérité des urnes est encore d'actualité avant qu'on passe à autre chose? Non, le combat de vérité des urnes, c'est un combat qui n'a pas de problème d'actualité. C'est un combat de fondamentalité. C'est-à-dire... Donc ça reste à constant, ce combat-là? Oui, à partir du moment où le droit électoral, en général, le droit électoral congolais, veut que pour que les élections soient démocratiques, les élections soient crédibles, il faut 2 éléments. La régularité des élections et la sincérité du vote. Ça veut dire qu'il faut faire un effort, si vous voulez avoir une démocratie de qualité, que l'expression de la volonté populaire
s'exprime conformément à cette population. S'il y a rupture entre ce que la population a voté et ce qui a été proclamé, ça crée une crise de légitimité. Et la crise congolaise, madame, depuis 1960, si vous toujours prenez, la crise de légitimité. Si vous voyez, cette constitution dit la cause de la crise congolaise, c'est une crise de légitimité. Donc, la question de la vérité des urnes, ce n'est pas une question philosophique, ce n'est pas une question théologique, c'est une question capitale si nous voulons retrouver l'efficacité de nos institutions. C'est comme ça que dans le dernier communiqué, contrairement à ceux qui disent que la Mouka a dit que le combat est obsolète, non. Si vous lisez les communiqués du 27 avril, il est dit que la Mouka reste dans l'objectif de construire un état de droit démocratique, d'assurer l'alternance politique et démocratique au Congo dans le respect de la volonté des électeurs. C'est ça la vérité des urnes. Donc ce n'est pas un combat qui est au contraire. Si vous écoutez Moïse Katumbi ou tous les autres, ils disent nous devons nous battre pour que nous puissions avoir une vraie alternance et non une alternance relative ou une alternance fausse ou camouflée. Nous prenons, mesdames et messieurs, le tout premier thème. Nous allons parler de la déclaration de l'envoyé spécial des Nations Unies dans le Grand Lac et nous allons parler aussi de 100 jours du président de la République. Congo Web Télévision, comme à l'accoutumée, je l'ai toujours dit, tend son micro aux Quinois et Quinoises et toujours à ceux qui suivent notre chaîne pour qu'ils donnent un peu leur point de vue par rapport à ces 100 jours. Et comme vous le savez, le point de presse que le chef de l'État devait tenir a été repoussé s'inédit. On a dit qu'on allait le faire sur terrain pour voir un peu comment ça se passe, les réalisations promises lors des 100 jours. Rassi, s'il vous plaît, le premier dossier. Les démarches qu'a entreprises le président Félix Tshisekedi au lendemain de son installation à la magistrature suprême en vue d'un rapprochement régional méritent les félicitations et les encouragements de toute la communauté internationale. Ces démarches semblent porter déjà des premiers fruits. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Tshisekedi a tenu à effectuer des voyages dans les pays voisins pour afficher une forte volonté politique pour une approche de coopération régionale plus étroite et en RDC plus précisément. Je pense qu'aujourd'hui, on attend un changement et monsieur le président Tshisekedi symbolise ce changement. Je pense que nous devons encourager tous les efforts qu'a entreprend et entreprendra le président Tshisekedi pour assurer une meilleure réconciliation nationale. Les travaux de réhabilitation des avenues Bokassa, Kabinda et Kabambari dans la commune de Kinshasa se poursuivent sans désemparer. C'est le résultat de l'exécution du programme d'urgence dans son volet infrastructure lancé il y a près de 3 mois et demi par le nouveau chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Un motif de joie pour les riverains de ces avenues. Cependant, il sollicite un contrôle des services de la présidence en vue de l'accélération des dits travaux. Mais là, comme je l'ai dit, que Moussa les qui moi malin Mikolo na comprendre te basa la effort pour te basi sa misala nyonso nzela ezo salema me papa na biso alandela nano bato na ye basala nzela neti balingi te toyebi te atuna bango nano balingi nini nzela esalemaka mbala moko eza te nzela ya délesage eza courant te eza nzela oyo bato bazo piéton mutuka ezokoleka po baleka na nzela wana po bayebake papa na biso azali oyo biso toluki azali. Jusqu'ici, le travail de l'Office de voirie et drainage est apprécié à juste titre par ces populations. Elles souhaitent que l'OVD poursuive le bétonnage jusqu'au bout. Bokassa o ndenge biso toyebelaki yango ntango ya defe Mobutu na ndenge komi sikoyo na nde baosalela yango eya différence ya makasi parce que place oyo bozomona oyo mai etelemaka awa kosenga kotia goudron awa ekowumela te ekosenga fo batia dale
béton hein kokuler béton ndenzile kobonga mwa bien koumela mwa mikolo ebele mais soki batika kaka goudron kaka bende tozomonela ngo ekoumela ngo te ceci na biso nde batia nini béton soki batie béton ekoumela mwa mikolo ebele mais soki batie kaka goudron kaka nde tozomona ezodenda mai ekobota kaka na se donc esalaka mosala pamba. Une fois terminé, ces travaux permettront la fluidité de la circulation de personnes et automobiles qui convergent au quotidien pour la plupart au marché central. Jacques Joly, nous avons suivi l'émissaire des Nations Unies qui a parlé, l'envoyé spécial des Nations Unies qui a parlé du rapprochement de la RDC avec les pays voisins. D'ailleurs, dès l'accession de Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême, il a effectué plusieurs voyages dans les pays voisins. Mais une internaute m'a dit de vous poser cette question. Qu'est-ce que la RDC gagne en fait dans cette coopération? Puisque la RDC apparaît comme le maillon faible dans la sous-région. D'ailleurs, cette histoire de pont entre Kinshasa et Brazza, aujourd'hui, ça rallume encore des passions. Qu'est-ce que la RDC gagne dans cette coopération régionale? Qu'est-ce que nous apportons, nous, dans cette coopération, dans ces regroupements sous-régionaux? Merci beaucoup, madame. Je crois que la question de ses compatriotes traduit justement le malaise qu'il y a dans cette effervescence ou cette agitation qui, comme m'a dit le représentant des Nations Unies, l'envoyé spécial, ça peut témoigner d'une forte volonté qu'il faut encourager, mais il ne faut pas tomber dans une diplomatie folklorique, c'est-à-dire qui n'est pas soutenue par une vision claire des intérêts de la République. Le voyage du président Tshisekedi, c'est bien de créer un climat de confiance avec les voisins, surtout que probablement son prédécesseur était un peu renfrogné ou renfermé. Taiseux, comme l'a dit Lambert Mende. Voilà, ce qui n'était pas. Mais revenons à la géopolitique et à la géostratégie. La République démocratique du Congo est au cœur de l'Afrique. Donc, nous devons jouer un rôle, non pas de sujet ou des champs d'expérimentation. Mais c'est l'impression que ça donne. C'est pas l'impression, c'est la réalité. C'est la réalité. Nous sommes trop faibles aujourd'hui. Oui, nous n'avons pas à développer une vision stratégique pour être le pivot. Le pivot, comment on devient pivot? C'est d'abord en assumant cette centralité. La RDC se trouve entre l'Atlantique et l'océan Indien. Nous avons des ressources naturelles énormes, plus que tous ces petits voisins des États nés comme le Rwanda, qui aujourd'hui est devenu un porte-avions de le Rwanda est devenu le modèle aujourd'hui. Le Rwanda qui ne produit pas tout le temps, qui ne produit pas de l'or comme le Burundi, eh bien, il est en train de monter des usines de montage de véhicules, de montage de téléphones, et que nous sommes dans le folklore, dans des relations diplomatiques cosmétiques, pour aller commander la légitimité extérieure. Non, nous devons nous assumer comme pivot, comme centre, et à partir de notre propre capacité. C'est pourquoi je vous parlais de la légitimité. La légitimité donne. Donc, vous avez eu l'impression, Jacques Joly, que le président élu était à la recherche de cette légitimité. Le président élu est né dans un contexte de contestation nationale et internationale. Donc, il est dans la quête de légitimité extérieure pour justifier. Ça, c'est de 1. Et lorsque vous voyez l'évaluation de 100 jours, c'est vrai que on peut avoir tel ou tel autre problème, mais lorsque vous faites l'analyse de la presse spécialisée internationale, la question qui revient, c'est est-ce qu'il a tous les moyens? Est-ce que la majorité et son autorité morale vont lui permettre de mener ce qu'il veut comme politique?
Et le titre de Jeune Afrique de cette semaine était assez éloquent par rapport voilà. à son Donc pouvoir, la question est là. Pour mener une démarche politique, une démarche diplomatique, programmatique avec vision, il faut se donner les outils nécessaires. Mais il a parlé de déboulonnage, il a dit qu'il allait déboulonner le système ancien. Donc il est en train de le faire. Vous avez vu aujourd'hui d'ailleurs, chose qui n'aurait peut-être pas pu se faire sous Kabila, l'arrestation de Lambert Mende. Aujourd'hui, il y a presque plus des intouchables dans ce pays. Il est en train, petit à petit, de déboulonner le système. Il y a des arrestations, il y a des interpellations, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce pays. Bon, je ne veux pas aller dans un combat polémique parce que ce qui est important, c'est que la structure ou les outils qui ont servi de gestion de ces pays, ce sont des outils qui ont fait de nous un des pays les plus pauvres du monde. Sur les 5 derniers pays les plus pauvres, nous sommes là. Et les Congolais vivent avec moins de 1,50 $. Nous sommes à 1,25. Donc nous sommes un pays pauvre très endetté. Nous sommes un grand pays, mais avec une pauvreté des masses, ce qui est paradoxal. Donc voilà pourquoi il faut, au-delà du tralala, il est important que nous puissions nous ressaisir. Moi, j'ai lu la plupart des programmes des candidats et je dois vous dire, lorsque le président de l'UDPS Tshisekedi avait présenté son programme, il avait dit la lutte contre la pauvreté, c'était la cause nationale. Et maintenant, il doit se donner les outils pour combattre la pauvreté. Et des outils conceptuels qui ne sont pas de forme de bricolage ou de tripatouillage, mais des outils conceptuels sérieux. C'est-à-dire, il doit amener un programme clair qui nous amène à des sorties. Moi, j'aime bien les comparaisons. Sous Mobutu, aujourd'hui, nous parlons du fait que nous avons un leadership faible. C'est une réalité. Mais sous Mobutu, avions-nous un leadership fort? Mais on ne comprend pas, est-ce que c'était aussi mascarade? Vous étiez aussi sous Mobutu quand même, si je ne me trompe pas, vous étiez dans les coulisses du pouvoir de Mobutu. Oui. Est-ce que c'était aussi de la mascarade? C'était à l'heure le leadership de Mobutu pour qu'aujourd'hui nous tombions si bas? Je vais vous dire, j'ai eu la chance d'être reçu en audience par le président Kadhafi qui est mort. Et lorsqu'on a commencé à échanger avec lui, il m'a dit la première fois où il a vu un Africain piloter un avion DC-10, c'est avec Mobutu. Il était étonné. Mais après, il a compris qu'en fait Mobutu allait échouer. Parce que Mobutu cherchait son honneur, son aura personnelle. Et après, cette aura devait retentir sur la RDC. Et c'est ça qui a fait que lorsque il a perdu le moyen de cette aura, sa force physique, sa force physique, eh bien, il a été poignardé par le dos. Mais c'est parce qu'il est, comme lui a dit le président Kabila, le père lui a dit, Mobutu, qui t'a dit que tu es Dieu? Donc c'est ce qui a perdu Mobutu. Donc prendre les outils conceptuels et programmatiques de gestion d'un État, le réduire à sa propre dimension et croire que ta grandeur à toi doit faire la grandeur des nations. Mais il y a des leaders, des grands, qui ont bâti leur pays. On vous parle d'exemple en Afrique de Boumedienne. Après, il y a d'autres personnes, il y a des Mandela, qui ont su donner à leur nation les outils pour que la nation soit puissante. C'est comme ça on dit, il ne faut pas chercher les hommes forts. Il faut chercher une toute petite question. 400 millions de dollars. Ce que moi, je regrette, c'est que on se contente de broutilles Bokassa. S'ils veulent évaluer, bon, moi déjà, je me disais, quel est l'intérêt de faire ces programmes? Pour paraître. Et quand on veut vraiment... Parfois les intentions
sont bonnes, mais comme on dit, Okay, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, finalement, on peut arriver à une histoire de folklore, du tralala, ou tout simplement de la consommation ou de la poudre aux yeux. Le deuxième sujet, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'ouverture de séminaires de gouverneurs. Le chef de l'État les a reçus. Et ce qui a fait jaser aussi certaines mauvaises langues, le président les a reçus après que Joseph Kabila les ait reçus aussi. Alors nous avons parlé aussi des atrocités commises par le général Amissi Tangoufort. L'objectif principal de ces assises est de renforcer les capacités des gouverneurs et vice-gouverneurs en vue de répondre aux besoins de la population. Ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pendant 3 jours, le 4 axes de la vision du président de la République seront dispensés aux responsables de province. Le souci du chef de l'État est de voir ses gouverneurs et vice-gouverneurs incarner sa vision, adopter un comportement exemplaire, mais surtout mettre l'homme congolais au centre de toute activité. La mise à disposition de fonds de développement et de la rétrocession sera une effectivité, histoire de favoriser l'épanouissement de province, a rassuré le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi se veut aussi regardant quant à la gestion de province. Il promet une évaluation trimestrielle en vue de sanctionner la gestion de province. Le président de la République promet aussi de s'opposer aux antivaleurs. Le respect des droits humains et la bonne gouvernance ont été conseillés aux participants à ces séminaires. Le RCD Goma, un mouvement rebelle soutenu par les Rwandais en République démocratique du Congo, a commis d'innombrables atrocités dans la ville de Goma, dans le nord du pays. Pour écraser une mutinerie, les membres du haut commandement ont coordonné une violente campagne de répression, tuant sans discernement des civils, exécutant sommairement des combattants capturés et commettant de nombreux viols, des passages à tabac, des pillages systématiques. Plus de 160 personnes ont été tués en quelques jours, a rapporté le communiqué. Selon les informations de Women Rights Watch, le général Gabriel Amissi, alors chef d'état-major adjoint chargé de la logistique des troupes du RCD Goma, a été directement impliqué dans ces abus. Il a été vu au pont sur la Chopo peu avant que les combattants du RCD Goma n'exécutent sommairement des agents de police et des militaires. Pendant les jours suivants, des pêcheurs ont vu des cadavres dans cette rivière. Un habitant qui a traversé les ponts à pied a fait état d'une odeur insupportable, ajoute l'organisation. Women Rights Watch indique par ailleurs que Amissi est également accusé d'avoir été à la tête des troupes qui, en septembre 2002, ont massacré au moins 56 civils et en ont probablement enlevé beaucoup d'autres. Lors d'une offensive contre une milice Maï-Maï alliée au gouvernement congolais, rappelant que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a affirmé qu'une des priorités de son administration serait de faire rendre des comptes aux responsables ayant commis des abus pour certains crimes du passé, 17 ans après que les terribles crimes du RCD Goma eurent secoué Kisangani. Il devrait tenir sa promesse de mettre Amissi de son poste et aider les victimes et leurs familles à obtenir enfin la justice, affirme Women Rights Watch. Jacques Njoli, la Mouka a échoué dernièrement dans les élections, par rapport aux élections au Nord Kivu. En fait, au Kivu, je ne sais pas si c'était le Nord ou le Sud, mais je sais que c'est à l'Est, les dernières élections ici. Et pourtant, la Mouka ou l'opposition a été majoritaire. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces élections des gouverneurs? Ça répond à quelle logique? Ils ne respectent aucun mot d'ordre des partis et tout ça. Donc, est-ce que ces gouverneurs ont cette légitimité ou qu'est-ce qui a joué dans tout ça? Non, je crois d'abord qu'il y a des faits. Le premier fait, c'est cette intrusion massive de l'argent dans notre processus électoral qui est carrément transformé à une sorte de marchandisation du vote
Vous imaginez, pour les élections de sénateurs, les sièges s'évendent. C'est un achat-vente à plus de 25-30 000 dollars. Et pour le gouverneur, on est arrivé dans des montants de 50-70 000 dollars. Et moi, je suis étonné que le procureur général, qui avait ouvert une information là-dessus, il a refermé ou il pas? a refermé rapidement pour finalement plutôt inviter Martin Fayoulou à se présenter, n'est-ce pas? Voilà une situation qui est en train de pervertir notre système électoral déjà fragilisé. Il y a un deuxième élément, c'est le népotisme qui a élu domicile dans notre système où des familles, on devient dans une sorte de business family policy, dans une politique de business familial. Le papa qui laisse le suppléant, son fils, le fils à la femme. C'est une honte quand on voit... Est-ce qu'on ne peut pas changer? Parce que j'ai posé cette question, on a dit que la loi ne l'interdit pas. Non, mais... La loi ne l'interdit pas. Non, la loi ne l'interdit pas. La loi a fait confiance à l'éthique. Mais malheureusement, l'éthique n'a pas suivi, donc la loi devra suivre. Mais on doit interdire, par exemple, Jack Joly, vous êtes constitutionnaliste aussi, oui. Peut-être dans la prochaine constitution, je ne sais pas moi quoi, que les gens, dans la prochaine loi électorale, qu'une personne ne postule qu'à un seul poste, soit vous postulez rien que pour la députation nationale, quelqu'un ne peut pas postuler députation nationale, députation provinciale, sénatoriale, gouverneur, tous, une seule... Quelqu'un qui est déjà élu gouverneur, qui devient sénateur. Devient sénateur. Est-ce qu'on ne peut pas mettre fin à tout cette mascarade? Mais vous savez, madame, la loi ne peut pas tout prévoir. Parce que la loi fait confiance même à la foi, à l'éthique, à la culture des individus. Mais lorsque vous venez dans une société comme la nôtre qui est devenue anomique, c'est-à-dire où les règles sont perverties, je crois qu'il faut y aller. Et en ce qui concerne les sénateurs, donc, ces sénateurs d'aujourd'hui sont-ils fiers d'être sénateurs aujourd'hui? Il faut aller quand ils se regardent dans une classe, ils disent que je suis fier d'être sénateur aujourd'hui. Et pourtant, la Chambre des Lords et autres, donc voilà ce que... de fierté. Voilà ce qui était arrivé. Voilà pourquoi, si demain, nous devons évaluer notre système électoral et politique, je crois que l'élection de gouverneur, l'élection de sénateurs, il faut qu'on arrive au suffrage universel direct, parce que apparemment le suffrage universel indirect est pourri et ça permet ces dérives et ces perversions. Mais ce n'est pas simplement le système provincial ou des sénateurs. Madame, vous savez, on était en train de parler tout à l'heure de Fayoulou et de Tshisekedi. Fayoulou a eu 38%. Disons, qu'on prend les élections, les résultats de la CENI, Félix a eu 38%, Martin a eu 34%, à deux, ils font plus de 70%. Donc le peuple congolais a mis deux opposants au-dessus avec 70%, et ce même peuple congolais met 90% des députés nationaux d'un parti qui a échoué, d'un regroupement qui a échoué. C'est une aberration. Une toute petite question par rapport à Missy Tango Fort, vous avez dit, le rapport de Human Rights Watch. Est-ce que, je sais qu'il est encore en train de travailler, je crois que le président l'a envoyé à Kananga ou quelque part, il est en train de travailler, mais dans ce rapport, il suggère qu'on le démette de ses fonctions parce que son nom est cité dans ces atrocités. Est-ce que le président doit le démettre de ses fonctions? Bon, d'abord, il y a globalement ce qu'on appelle la présomption d'innocence, je ne voudrais pas y revenir, mais en ce qui concerne les crimes de masse commis en République démocratique du Congo, il y a un rapport qu'on appelle le rapport Mapping, qui a fait la cartographie de tous les crimes commis en République démocratique du Congo depuis 1998 jusqu'à 2003. Mais c'était un rapport des Nations Unies détaillé. Et malheureusement,
il n'a jamais eu une seule commission d'enquête interne congolaise pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des femmes qui ont été enterrées vivantes. Et lorsque vous parlez de ce qui s'est passé à Kisangani, la ville de Kisangani a été victime d'une confrontation. Entre deux armées étrangères. Alors, j'ai mis à un certain moment, lorsque pour des mêmes crimes supposés commis à République centrafricaine, les Congolais étaient prêts à livrer leur frère Jean-Pierre Bemba. Mais ceux qui ont commis des crimes ici, y compris les Ougandais, les Rwandais et leurs complices congolais, ils se pavanent sous les oripeaux du pouvoir. Nous allons, à l'Assemblée nationale, nous allons suivre l'interview de Janine Mabunda et la réaction de Gloria Senga, qui est une activiste de droits de l'homme raciste. Troisième élément, s'il vous plaît. Janine Mabunda a indiqué que la RDC a besoin d'une opposition constructive et démocratique, car, dit-elle, les Congolais sont fatigués de la politique politicienne. Je crois que les discussions sont en cours et qu'on va bientôt atterrir. Mais on a vu que dans d'autres pays, que ce soit la Finlande, l'Autriche ou la Belgique, où on a pris 580 jours pour trouver un Premier ministre. Donc le Congo n'est pas une exception en la matière, mais je pense que nous allons aller beaucoup plus vite que les 580 jours belges. À en croire la présidente de la Chambre basse, la nomination du nouveau chef de gouvernement va intervenir bientôt. Il y a certainement un intérêt, une obligation d'avoir le Congo dans toute sa diversité. Et nous avons entamé des discussions avec différents leaders de l'opposition politique. L'opposition attend une contre-proposition de la majorité qui irait dans le sens de compenser peut-être ce qu'ils estiment ne pas avoir obtenu au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Janine Mabunda dit n'est pas adhérée à la thèse selon laquelle l'ancien président Joseph Kabila serait à la base de cette situation pour perturber l'action de son successeur Félix Tshisekedi. S'agissant d'un prétendu projet de révision constitutionnelle pour permettre à Joseph Kabila de revenir au pouvoir évoqué par Katumbi, Janine Mabunda considère que l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga est déconnecté de la réalité. Gloria Senga voit dans cette sortie médiatique de la présidente de l'Assemblée nationale sur RFI deux intentions de nuire à l'alternance d'il y a peu de mois seulement au sommet de l'État. La présidente du mouvement citoyen Vigilance Citoyenne ne digère pas le fait que Janine Mabunda n'ait trouvé aucun inconvénient à la question relative à la révision constitutionnelle. Pour l'activiste, l'opposant Katumbi ne peut qu'être clairvoyant. J'apprécie l'interview de M. Moïse Katumbi qu'il a déjà révélé que la démarche du FCC, c'est la modification de la Constitution. Ils ont tellement de projets macabres contre les Congo. Et aujourd'hui, Janine Mabunda a été nette et claire. On voit déjà les intentions de nuire. Est-ce que du temps de Kabila, on pouvait penser à une telle chose? Quoi qu'il en soit, Gloria Senga n'accorde pas longue vie à la coalition KHFCC qu'elle qualifie de contre-nature. C'est aussi le sens qu'elle attribue en résumé aux propos de Janine Mabunda au cours de la dite interview. Ce que nous pouvons comprendre du discours de Madame Mabunda, c'est que les mariages qu'on veut nous faire avaler entre FCC et CASH peut être dissous à tout moment. Un constat très éloquent pour elle de renoncer à toute sollicitation du régime en place. Gloria promet cependant d'intégrer la politique active 5 ans plus tard. Gloria Senga sera candidate aux élections de 2023. Sera candidate députée nationale. Et ça sera la meilleure façon pour moi d'entrer en politique. Et non être un suiveur des politiciens. La présidente de l'Assemblée nationale a fait savoir sur RFI qu'elle ne vitera pas de débat sur les lois auxquelles les élus sont attachés et que le Parlement sera à l'écoute de la population. J'ai un député avec moi. Permettez-moi de prendre un peu de temps par rapport à ce sujet. Janine Mabunda l'a dit, Jacques Joly, vous faites de la politique politicienne. C'est vous qui induisez ce pays en erreur. C'est vous qui détruisez ce pays parce que vous passez, vous dites... C'est ça la politique politicienne. On vous accuse, vous, d'être à la base, de fois, de la dégradation de ce pays. D'abord, madame, merci beaucoup. J'ai toujours été un peu étonné par la propension de plusieurs analystes politiques congolais de dire
les députés, non. Lorsqu'on parle de députés, il y a une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose. Je voudrais dire à Mme Abunda, qui est ma sœur, que la politique politicienne, c'est justement la ration que nous sert cette majorité qui est au pouvoir pour le pouvoir. Une majorité qui est là depuis 18 ans, dont les bilans, je vous ai dit, 70% des Congolais ont rejeté cette majorité, mais qui, par des manœuvres diverses, veut rester au pouvoir. Et l'un des problèmes fondamentaux que la Mouka, toute tendance confondue, a, comme a dit Mme Senga, c'est ces mariages odieux, ces deals avec ces pouvoirs qui a échoué. Alors, lorsqu'ils parlent eux-mêmes disent que bon, il n'y a pas de deal, c'est une façon d'éviter l'hécatombe dans le pays, il y a eu trop de sang. L'hécatombe, on fait ça avec ceux qui ont le même ADN que vous. Vous n'allez pas faire un mariage avec ceux qui ont été rejetés à 70% si on prend les types de... Est-ce que pour vous aussi, Joseph Kabila serait à la base de ce quoi qu'ici, du fait qu'aujourd'hui nous ne parvenons pas à avoir un Premier ministre depuis le mois de janvier, que qu'est-ce qui se passe pour vous? Il serait à la base de ce blocage, voilà le terme, de ce blocage je par rapport à la pas parler de moi je vais lire la Constitution. L'article 78 dit le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité après consultation de celle-ci. Mais la majorité, c'est FCC cash. Alors, cette majorité-là, la consultation en droit constitutionnel, c'est fait. Ça ne se fait pas en cachette, les présidents qui parlent la nuit, voire l'ancien président. Ça ne s'est pas fait ouvertement. Non. On ne vous a pas consulté comme à l'époque de Mondo Simba. Ah voilà, heureusement vous avez encore. Donc on doit voir la politique, les différents membres de la majorité être consultés par les chefs de l'État. Ça ne s'est pas fait cette fois-ci. Non, nous sommes et comment on a su cette majorité? Comment on a pu déterminer cette majorité? Mais parce que cette majorité est allée assurer sa loyauté à Kingakati au président et on l'a constaté. Les amis de Cash, je pense ici à Baudouin Mayo, qui a protesté au départ pour dire qu'une majorité ne se constate pas dans une ferme. Mais en fait, ils sont allés. Il n'a pas parlé d'affaires, mais maintenant, ils sont dans une autre ferme vers Kissantou pour essayer de chercher sur les chevaux cette majorité. Donc, c'est ça le problème. La politique s'est fait comme art du savoir-vivre, d'organisation du vivre ensemble, comme on l'a fait. C'est-à-dire que on voit la délégation du PPRD qui va rencontrer le président. Donc, il n'y a pas eu un informateur, en fait, qui n'a pas été nommé cette fois-ci. Même s'il n'y avait pas d'informateur, mais on devait voir le président rencontrer ces gens-là. C'est aussi la beauté de la politique. Deuxièmement, cette approche personnalisée de rechercher un Premier ministre, c'est pas comme ça, parce que on parlait de la Finlande ou de la Belgique qui a fait 508 jours. On discutait pas sur la personne. Le roi désigne un informateur qui cherche une coalition. Mais le président de la République a dit devant le corps diplomatique qu'il a trouvé l'oiseau rare. L'oiseau rare déjà. Donc d'ici là, il y a même qui disent que ce sera Moïse Katumbi parce que ça sera prononcé dès son retour, peut-être ce lundi déjà. La politique ne doit pas être réduite à la recherche de noms d'oiseaux ou d'hommes. Non. Comment ça se fait dans un régime parlementaire? Il y a d'abord, c'est vrai, une majorité qui se constate. On construit un programme qui sont... Après un programme, on cherche maintenant des hommes qui vont animer ces programmes. Et le chef de l'État, aujourd'hui, il a une vision parce que le programme sera présenté par le gouvernement en concertation avec le président. Le FCC et Cash n'ont pas une même vision, ils n'ont pas un programme commun aujourd'hui. Dans tous les cas, ils sont partis aux élections avec des programmes différents. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas confusionné le programme. Comme tout s'est fait la nuit et dans les fermes,
Comment est-ce que nous pouvons le savoir? La révision constitutionnelle, c'est ça le hic. Beaucoup de gens disent que le but aujourd'hui de votre Parlement, de votre Assemblée nationale, c'est la révision de la Constitution pour permettre à Joseph Kabila de remplir en 2023. J'ai un député avec moi, je ne vous lâche pas aujourd'hui. Non, il y a ça. Je crois que... Et la deuxième question, c'est... D'abord, je dois dire aux Congolais et à nos amis du FCC ou quoi, qui doivent oublier le retour de Kabila au pouvoir. Est-ce que la loi lui interdit? Vous êtes constitutionnel? Totalement. Comment ça? Je suis un constitutionnaliste. Quel est l'article Je vais vous lire l'article. Qui nous dit aujourd'hui que Kabila ne peut pas être... Très bien, on va aller à l'article 70. Voilà. Le président de la République est élu au suffrage direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Point. Il a fait ses 2 mandats. Oui. Il est parti. Il peut revenir. Non. Ça tombe à l'eau. Nous sommes dans un modèle différent. Il y a des pays qui peuvent voir, tu peux faire 2 mandats successifs. C'est comme en Russie? Oui, en Russie. Mais chez nous, nous sommes dans le modèle américain. Ce n'est pas dit. Hein, c'est dit. C'est pas dit. C'est dit. Non, il ne faut pas. Ce qui est clair ne s'interprète pas. C'est dit. Donc, ils doivent oublier. C'est pourquoi ils ont cherché le 3e mandat. On leur a dit non. Le peuple congolais a dit non. Et non, et non. C'est fini. Donc Kabila ne reviendra non, jamais. Il est sénateur à vie. Et ce sénateur à vie le met en incompatibilité éternelle. Il ne peut pas renoncer. Non, il ne peut pas renoncer. Il ne peut pas parce que c'est à vie. C'est scellé, c'est un sceau. Il est soclé à ses statuts. Il est boulonné à ses statuts. Boulonné, verrouillé. Et ça, c'est de 1. De 2, lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, nous sommes tous d'accord. Qu'est-ce qu'il y a à réviser? Mais tout peut être révisé, sauf ce qui est interdit. Les articles verrouillés toujours. Ah oui. Ça, on ne touchera pas. On ne touche pas. C'est ce qu'on disent les Allemands, les Ewigkeit. Ce sont des clauses éternelles. Ça, c'est vraiment très non, boulonné. c'est sacré. On n'y touche pas. Donc, la question, par exemple, de nationalité, double nationalité, on peut discuter. On peut en parler. La question de l'élection de gouverneur. On peut revenir à 2 tours pour le présidentiel. On va y revenir parce que ça s'est fait... En 2023, pardon. Parce que avant même 2023, il faut y revenir. Et c'est là où nous attendons le président qui est là, d'amener des vraies réformes de notre système politique, d'amener une vraie démocratie. Et c'est le combat de la Mouka aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un combat dans la centralité et la vérité des urnes, parce que la vérité des urnes fait partie du combat de construction d'un État de droit démocratique, mais de construire un vrai État démocratique. Motion incidentielle. Vous avez discuté de ça lors de l'élaboration de votre règlement intérieur et nous avons ouï dire que plus jamais une motion incidentielle viendra interrompre quelque chose à l'Assemblée nationale. Mais lors de l'élection du président ou lors de l'élection des bureaux, nous avons vu un député qui s'est prononcé encore par rapport à une motion incidentielle. Donc, on a remis la motion incidentielle dans le règlement intérieur. C'est pourquoi lorsque Mme Mabunda parle de la politique caille, ce sont des choses qu'il doit dire à son camp. La responsabilité du gouvernement, lorsqu'elle est engagée, suivant la procédure, on ne peut pas, par de manœuvres dolosives de bas étage, profiter de motions soi-disant incidentielles pour bloquer les contrôles, la mise en cause de la responsabilité du gouvernement. C'est vrai qu'il faut faire un travail de moralisation, mais ça, c'est une honte. Nous avons, au niveau de la commission de règlement intérieur, il y a eu presque unanimité pour dire plus question de retrait des signatures. Pas d'émotion incidentielle, mais que la majorité s'assume pour protéger par le vote son ministre s'ils veulent avoir une solidarité négative. Mais profiter des arguties ou de manœuvres de règlement pour bloquer systématiquement. Et malheureusement, nous allons avoir
hier comme aujourd'hui, un parlement croupion. Nous allons terminer par rapport à vos émoulements. Délice Sanga s'est élevé dès le début de votre législature par rapport à vos émoulements. Et sur ce dossier-là, vous êtes tous d'accord. Là, il n'y a plus la MOCA, il n'y a plus CACH, il n'y a plus FCC. Par rapport à l'argent, vous êtes tous d'accord. Comment ça se passe par rapport à vos émoulements? Il y a eu une réduction ou d'abord, il faut que certains collègues cessent à chercher à se faire de vedettes sur de faux dossiers. Madame, moi, je n'ai jamais touché 13 000 $ à l'Assemblée. C'est vrai, ça? Je dis, l'émolument... Parce que ce n'est pas un secret d'État. Pourquoi chez nous, c'est un secret d'État? L'émolument d'un député national congolais, voilà, de combien? L'émolument d'un député, c'est 4 000 $. 4 000 $. Voilà, ça c'est un. Alors... Il n'y a pas d'avantage. Il y a des avantages. Qui vous amènent ce qu'on appelle les invisibles, ça aussi entre 2700 $, mais ce n'est pas payé au même moment. Mais je crois, je vais commencer d'abord par faire cette clarification. Donc les députés arrivent à au moins 7 000. Mais lorsqu'il reçoit les 4 000, vous savez comment il fait? Donc le député par exemple de Bounia qui est arrivé ici, doit chercher d'abord un véhicule, parce qu'il ne va pas commencer. Donc c'est l'Assemblée qui cherche un concessionnaire qui vous prend pendant 5 ans, au moins 2 000 $ par mois pour le véhicule. Donc le député est resté avec 2 000 et il doit payer son loyer, son carburant, plus ou moins avec le 1000. C'est comme ça que, pour lui permettre de fonctionner, on a pris dans ce qu'on appelle les frais de fonctionnement du Parlement. S'il est président d'une commission ou vice-président, on lui donne ces montants-là, comme je vous dis, qui arrivent à plus ou moins 2500, 2700 pour fonctionner. Voilà les salaires. Mais moi, je suis d'accord avec vous qu'il faut mettre à plat la question des inégalités salariales. Il n'est pas normal qu'une institution, une personne puisse aller retirer à la banque 680 000 $ à lui tout seul. Il n'est pas normal que ce que touche le ministre comme salaire, mais aussi comme des frais divers ne soient pas connus. Il n'est pas normal que dans une entreprise publique, il y a les DG qui touchent au-delà de 20 000 et les derniers agents touchent 800. Il faut mettre à plat. Il n'est pas normal qu'un policier qui passe toutes les nuits dehors pour régler la circulation sous la pluie, sous le soleil, touche moins de 100 $ et qu'un général, parce qu'il a du carburant, arrive à des montants faramineux. Je crois qu'un État, la République démocratique du Congo, dans notre constitution, n'est pas simplement un État de droit. C'est aussi un État social. Un État de justice. De justice, il faut arriver à clarifier les émoluments de tous les Congolais, y compris le président de la République, parce qu'il n'est pas un hors-la-loi. Il touche combien? Mais il faut y arriver, on connaît, en France, il touche 15 000 €. C'est pas un secret d'État. C'est pas un secret d'État. Nous allons aller à l'UDPS, vous savez, le grabuge qu'il y a eu au sein de ces partis cette semaine, la nomination de Kabouya, Augustin Kabouya, par le vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, et ça a soulevé un tollé, des réactions fusées par-ci par-là par rapport à cette nomination, et nous allons suivre d'ailleurs la réaction vraiment très chaude de Peter Kazadi, qui n'est pas du tout content de cette nomination parce qu'il a dit, je le cite, on a combattu la dictature pendant autant d'années et ils ne veulent pas qu'on leur fasse vivre la dictature au sein de leur propre parti. Raciste, condensé s'il vous plaît. Des célébrations en célébration par les combattants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Cette fois, c'est le tour de la fédération UDPS Moamba qui a manifesté sa joie de voir l'un des dignes fils de Moamba, Félix Tshisekedi, diriger la République démocratique du Congo après 37 ans de lutte. Mieux vaut tard que jamais. Les hommes sérieux se préparent avant de poser un acte. Nous ne pouvions pas y aller d'une manière précipitée, de peur que ça ne réussisse pas. Nous célébrons la victoire de l'UDPS qui aujourd'hui gère ce pays, dirige ce pays avec comme président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est le fils de la fédération de Moamba.
Voilà pourquoi nous, ses parents, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas laisser passer cet événement. Les combattants présents à cette manifestation n'ont pas manqué de mots pour saluer la victoire de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. On ne célèbre pas la victoire de Félix, mais on célèbre la victoire de la démocratie sur la dictature. On célèbre la victoire de l'état de droit sur la violation des droits de l'homme. Nous célébrons la victoire de la liberté d'expression sur la privation de la liberté d'expression. Vous savez, 37 ans de souffrance, 37 ans de coups de balles, 37 ans on a perdu beaucoup de nos combattants, les autres ont été brûlés à la permanence. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, on a le pouvoir. La fédération de Moamba a fait gagner l'UDPS quelque chose que nous cherchions depuis 37 ans. Le président de la République, le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est sorti de Moamba. Pour rappel, Félix Tshisekedi était officiellement investi comme le 5e président de la République démocratique du Congo par la Cour suprême de justice le 19 janvier 2019. Pendant que le ZIN clame haut la mise en place d'un directoire censé assurer la direction du parti pendant cette période d'empêchement du président de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabund nomme Augustin Kabouya au poste de secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Élevé à ses rangs, Augustin Kabouya assumait jusqu'ici la fonction du secrétaire général adjoint du parti en charge de l'implantation, communication et mobilisation. A noter que cette nomination intervient au moment où le parti cher au chef de l'État est plongé dans une crise de leadership qui ne dit pas son nom. Selon certaines sources, le président de la Convention démocratique du parti, Victor Wakwenda, et celui de la commission électorale permanente, Jacquemin Chabani, appellent à la constitution d'un directoire comportant le secrétariat général du parti, la CDP et la CEP, conformément à l'article 26 du statut du parti. Chose qui réfute le président Haï de l'UDPS. A noter également que d'aucuns se posent la question de savoir si ces prérogatives reviennent-elles à un président intérimaire. Jacques Joly, je prends en globalité le fonctionnement de nos partis politiques. Vous êtes dans le MLC. Pourquoi il y a toujours des grabuges? Pourquoi il y a toujours malinterprétation des statuts d'un parti? Comment vous fonctionnez au sein de vos partis? Parce qu'à l'UDPS, on le voit, il y en a qui disent que non, un secrétaire général ad intérim ne peut pas nommer quelqu'un d'autre et tout ça, il faut un directoire. Est-ce qu'au sein des partis congolais, aujourd'hui, il n'y a pas de statut où c'est clair, où on sait comment ça se passe? Merci beaucoup, madame. Madame, la problématique de l'état de droit, ce n'est pas une problématique purement formelle. C'est une problématique qui est substantielle. Donc ça s'inscrit dans l'esprit, dans l'éducation. Ce n'est pas... Et c'est ça, justement, les déficits fondamentaux de notre production de partis politiques. Nous avons aujourd'hui plus ou moins 1000 partis politiques qui sont en fait, sont même pas des cabines téléphoniques, ce sont des boîtes d'allumettes où il n'y a rien à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ce sont des partis, comme je les appelle, atomistiques, donc papa, maman, les enfants, les amis et tout ça. à direction personnelle, comme disent les musiciens, bornanga, plananga. Donc, ces genres de partis ne peuvent que nous donner des députés, les sénateurs, comme vous voyez là-bas, désignés en famille et autres, et à tous les niveaux. Donc, la qualité de notre démocratie est faible à cause de la faible qualité de nos partis qui n'ont pas d'idéologie, qui n'ont pas de programme et qui tout ne fonctionne pas sur base de statut. Exactement. Alors, voyez un parti, j'en parle pas parce que c'est l'UDPS, j'en parle comme matériel d'analyse, un parti de 37 ans. De lutte. De lutte, et qui se termine par cette sorte de brouillamini
des querelles des chiffonniers alors qu'il y a des statuts. Les statuts de l'IDPS peuvent voir comment on assure l'intérim, et c'est pire, c'est un parti du chef de l'État. Donc, parce que le chef de l'État, c'est vrai, là où le bas blesse, parce que beaucoup de gens m'ont dit de vous poser aussi cette question. Est-ce que le chef de l'État aujourd'hui fait-il encore partie de l'UDPS? Peut-il s'ingérer dans les affaires courantes de l'UDPS? Parce qu'aujourd'hui, il est chef de l'État, il est chef de l'État pour tout le monde, pour ceux qui l'ont voté et pour ceux qui n'ont pas voté. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-il s'ingérer dans le fonctionnement de l'UDPS? La Constitution dit que lorsque on est élu chef de l'État, on ne peut plus exercer des fonctions au sein du parti. Donc, aujourd'hui, l'UDPS doit fonctionner en dehors du chef de l'État, conformément à ses statuts. Malheureusement, comme a dit l'un d'eux, l'ADN de l'État de droit, qu'on a des difficultés à retrouver au niveau de l'État, a sa pathologie génétique au sein des partis politiques qui ne fonctionnent pas conformément au statut et qui, malheureusement, traînent les chaînes des arrangements et autres. Est-ce qu'au MLC, dans votre parti, c'est vrai que moi j'ai ouï dire que Jean-Pierre Bemba, nommé aussi à partir de sa cellule à la haie, il ne laissait à personne d'autre le choix, ou le monopole, par exemple, ou la direction de son parti. Si on devait nommer quelqu'un, c'est lui qui disait « je veux celui-ci, pas celui-là ». Donc c'est le fonctionnement de presque tous les partis. Donc la question que je vais vous poser directement, est-ce qu'on ne peut pas fusionner les partis, qu'on s'arrête par exemple à 3 partis ou à 4 comme aux États-Unis, on est des partis de gauche qui fusionnent, les partis de droite qui fusionnent, les centristes qui fusionnent, et voilà, on a 3-4 partis et basta. Aux États-Unis, là où c'est la démocratie, où il y a le fondement même de la démocratie, on n'a pas mis le parti comme en RDC. Est-ce que c'est pas possible de faire cet exercice-là? Non, vous savez, toute chose n'est pas comparable. Les partis politiques aux États-Unis, les démocrates et les républicains sont nés dans un contexte de bipolarité sociologique. Okay? C'est-à-dire que la société au départ avait 2 courants et autres. Si vous allez en Grande-Bretagne, vous trouverez aussi les travaillistes et les autres, même s'il y a d'autres groupes. Si vous venez en France, c'est un multipartisme qui peut arriver à une bipolarisation entre gauche-droite, avec aujourd'hui les centres et les autres. Vous allez en Italie, il y a un multipartisme, vous allez en Belgique, c'est un autre multipartisme. Les problèmes de notre contexte sociologique, c'est que nos partis sont d'abord d'essence tribale. La tribu joue toujours ce rôle prépondérant partout. Rappelez-vous, en 1960, les partis étaient d'abord des associations tribales qui se sont muées très peu en partis politiques. Jean Abako, Asoreko, Puna, Pessa, Kizenga, Pessa, Kamita. Voilà, qui connaissait encore les combats entre Bayanzi et voilà, je ne vais pas entrer là-dedans. Et voilà. Et ces partis vont, par un certain moment, se maquiller de marxisme ou de socialiste, mais qui ne présentent rien. Donc, c'est comme si ils ont une direction personnelle. Alors, aujourd'hui, le fondement idéologique est faible. Et surtout, le fondement structurel est encore plus faible. Est-ce que vous pouvez constater qu'il n'y a aucun parti qui organise un congrès en dehors des congrès bidons avant les élections pour désigner? On ne peut pas positiver la tribu. C'est vrai que quand vous parlez de foi de tribu, nous avons l'impression que c'est quelque chose qui nous ramène en arrière. Est-ce qu'on ne peut pas positiver cela, cette tribu? Parce que qu'on le veuille ou pas, les Africains sont, dans leur ADN, il y a la tribu. Est-ce qu'on ne peut pas positiver ce genre de choses et tirer le bon côté de ce tribalisme, entre guillemets? Parce que qu'on le veuille ou pas, le tribalisme est là, est sous-jacente. Et c'est une réalité, que vous le dites, sociologique, politique et tout ça. Vous êtes une intellectuelle, peut-être devons-nous trouver un compromis à l'africaine, une solution à l'africaine, positivant le tribalisme alors, parce que là, si nous ne prenons que le mauvais côté, on n'en se sortirait peut-être pas. C'est peut-être... Je ne sais pas, que les Balouba se mettent entre eux, que les Yansi se mettent entre eux, que les Swahili se mettent entre eux, que les Pendé se mettent entre eux, mais qu'on tire quelque chose de bon dans tout ça.
Qu'est-ce que vous voulez? Non, moi je crois que la problématique que vous posez a fait l'objet de plusieurs thèses. Je crois, par exemple, le professeur Chiembe Moïla, qui a parlé du pluralisme ethnique, l'ethnie comme nation, parce qu'en fait, c'était des proto-nations qui étaient en train de naître. Il y a le professeur Pambouti Vunda du Gabon, qui a parlé de la démocratie clanale. On peut, en termes théoriques, y arriver, parce que quand on parle c'est pas par hasard qu'il y a l'UFERI ou l'UNAFE qui se développe beaucoup plus. Donc, en fait, quand personnellement je fais la projection, je sais, il y a des partis nationaux à ancrage tribal. Le Palou. Et on a des partis tribaux à vocation nationale. Et puis il y a d'autres partis qui refusent carrément de sortir du carcan tribal et disent non, moi je suis une AFEC, je m'installe au Katanga et je vais tout faire pour avoir les députés dans les Katanga et je vais jouer comme un peu les Vlaams Blok étaient en Belgique. Donc, en Belgique, aujourd'hui, le communautarisme est intégré dans les jeux politiques. C'est ça, est-ce qu'on ne peut pas jouer sur ça? On peut y arriver, mais il ne faut pas que ça soit toxique. Et là, de ce côté-là, j'ai vu une expérience très intéressante au Botswana. Il y a 2 chambres. Il y a une chambre où les députés sont élus sur base de structures idéologiques. Et puis, il y a une chambre qu'on appelle Kogtla, c'est la chambre des ethnies et des tribus où les gens se retrouvent là pour dire, écoutez, nous n'avons pas vu le Luba dans le gouvernement, ici, les membres ne sont pas représentés. Et on cherche l'équilibre, et aujourd'hui, la démocratie des Botswana est parmi réellement. Chez nous, c'est un tribalisme sournois, toxique. Et après, nous nous séparons, nous sommes tous Luba. Après le Luba, nous sommes les Bénin, Céci, Bakwa, Tila. Après, on va jusqu'au niveau le plus bas. Donc, ce que nous appelons cette fragmentation, cette scissiparité qui fait que même la sorcellerie, c'est en famille. C'est d'abord entre les cousins, et même entre les frères et sœurs. Nous allons aller à Kisangani. Vous le savez, hein, Martin Fayulu a tenu cette semaine son meeting à Kisangani et il s'est envolé pour l'extérieur de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, les mauvaises langues, je vais poser la question à Jacques Joly, on dit qu'il a Akimi Katumbi. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, parce que Katumbi arrive ce lundi à Lubumbashi. Et Okende a d'ailleurs réagi par rapport à son retour. Parce qu'aujourd'hui, je sais que demain déjà, la capitale de la RDC, ça sera le Lubumbashi. On suit ça. Kisangani, province orientale en ébullition ce lundi 13 mai. Comme lors de la campagne électorale, Martin Fayulu va drainer du monde. Une foule compacte, difficilement quantifiable, va lui réserver un accueil digne d'un vainqueur. Vainqueur, Fayulu estime l'être lors de la dernière élection présidentielle. C'est dans ce sens qu'il continue de revendiquer la vérité des urnes. Une vérité à quoi il donne une toute autre symbolique, à savoir le divorce entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Aussi, profitant de l'occasion, Martin Fayulu va sensibiliser sur la maladie à virus Ebola.
ya misato ozali na famille omoni ndeko azwi mwa fièvre kozela te kende kotala monganga ozali température batala toyokani. Cela ne va pas empêcher celui que l'on surnomme commandant du peuple à dresser un tableau sombre de la gestion de son premier jour de Félix Tshisekedi. Preuve selon lui que le changement tant attendu et tant souhaité par la population congolaise n'est jusque-là qu'une illusion. Il y a une effervescence indicible. Le peuple louchois est totalement mobilisé pour attendre Moïse Katumbi. Et lorsque nous suivons les déclarations de nos compatriotes dans les rues, partout où nous passons, en fait, c'est Moïse qu'on attend. Le libérateur, le pacificateur, le bienfaiteur. Et cela, pour nous qui sommes venus de Kinshasa et ailleurs, parce que je suis accompagné par une forte délégation qui représente l'enjeu du leadership de Moïse Katumbi comme étant un enjeu national, en solidarité avec nos compatriotes de Lubumbashi. Donc, les préparatifs vont bon train et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que tout se passe très bien dans le calme, dans la discipline, dans l'idée de la réconciliation nationale, comme c'est le message que Moïse Katumbi a envoyé auprès de nos populations. C'est la diversion, les gens connaissent la capacité de mobilisation de Moïse Katumbi, voilà pourquoi il voudrait bien distraire certains esprits, croyant qu'il y aurait un obstacle quelconque quant à son arrivée. Je confirme que Moïse Katumbi sera parmi nous le 20 prochain, donc le lundi. Je confirme également que toutes les autorisations idoines ont déjà été délivrées. Je confirme donc que nous devons nous mobiliser pour démentir un peu tous ces pronostics assez insidieux qui voudraient bien démobiliser le peuple qui attend son leader. Donc, ça se passe de tout commentaire. Moïse Katumbi a un fort leadership et il a su communier avec le peuple qui l'a manqué depuis 3 ans et c'est de manière inédite que nous l'attendons tous. Jacques Joly, nous avons suivi Martin Fayulu. Est-ce qu'il n'est pas un peu, permettez que je sois assez sèche, est-ce qu'il n'est pas un peu rêveur aussi? Parce que quand on a suivi à Bruxelles, en Belgique, la vérité des urnes n'a pas du tout été discutée comme ça explicitement. On ne lui a pas demandé de continuer ce combat de la vérité des urnes, en tout cas, si je ne me trompe pas. Mais lui, il tient mordicus à cette vérité des urnes, il tient à ce divorce entre Kabila et Tshisekedi et tout ça. Est-ce que pour vous, il ne s'est pas encore déconnecté de la campagne présidentielle? C'est peut-être l'engouement de la foule, l'amour qu'il a envers la foule qui lui dit ben, je m'accroche à ce rêve-là. Mais, madame, vous voyez Fayulu seul. Mais je croyais que vous alliez parler de 1 200 000 Congolais qui étaient là, qui sont venus soutenir ce que Moïse dit. Vous voulez dire que le peuple rêve? Non. Fayulu est en plein article 5 de la Constitution. Article 5 de la Constitution. 5. Okay. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et directement par ses représentants. Donc Fayulu est dans la Constitution. Il est dans la Constitution. Donc c'est vrai que les faits peuvent faire que telle personne ne parvient pas à exercer le pouvoir qu'il estime détenir directement du peuple et que le peuple estime que lui a donné. Ça, c'est un fait politique, c'est un fait sociologique. Et c'est comme à l'époque, le papa Etienne Tshisekedi, exactement. Il a soutenu ça jusqu'au moment où on est arrivé aux concertations et autres. Donc ça, ce sont des questions de légitimité. Et la question de légitimité, c'est une question de psychologie, c'est une question de foi, de croyances. Donc, on ne va pas, n'est-ce pas? La politique n'est pas une religion, quand même. Mais c'est plus que la religion. C'est plus que la religion. Plus que la religion. C'est un acte de foi, de croyance, à un projet, à une vision.
Ok. Donc, il n'y a pas une divorce tacite entre Martin et Moïse? Faux. Parce que les gens le disent, ils disent que les deux sont à l'opposé, puisque Ndine a lobby tout à l'heure, on a dit que Fayulu Kimit, quand Moïse arrive, lui sort du pays, parce qu'il ne veut pas le rencontrer. La dernière réunion qu'il y a eu à Bruxelles, lorsque vous lisez les communiqués, je vous ai dit au départ que la MOUCA est engagée pour une vraie alternance démocratique, politique, dans le respect du choix des électeurs. C'est ce qui s'appelle la vérité des urnes. Donc nous sommes tous dans la même vision. Et aujourd'hui, c'est cette vision-là qui pousse Martin à dire à son frère Félix que la relation, les liens qu'il a tissés avec l'FCC, ce n'est pas son mariage naturel. Bon, son mariage naturel, c'est avec lui, Martin. Mais le président Tshisekedi, je me souviens, lui avait tendu la main dès son premier discours. Hein, ça viendra. Bon, c'est la politique. J'ai toujours dit aux gens que c'est la politique, on ne sait jamais. Il faut la question, oui. Martin Fayulu parle de ce divorce. Mais pratiquement, les gens disent que ce divorce se ferait avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous êtes constitutionnaliste. Oui. Est-ce que c'est faisable? Parce que les gens disent qu'il doit nécessairement, d'ailleurs, même un conseiller, un de ses conseillers est passé sur France 24 ou T25, je ne sais plus, a parlé de cette probabilité de l'annulation, de la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous êtes pour la dissolution pour permettre au chef de l'État d'avoir sa majorité et enfin de gouverner en toute tranquillité? Je parle pas en tant que membre du MLC, je parle en tant que constitutionnaliste. Le président Fayulu, le président Tshisekedi, si il fait une coalition, lui qui a eu, selon la CENI, 38%, et que Martin a eu 34%, à deux, ils sont 70%, il va faire une coalition avec une force qui a été rejetée par le peuple congolais. Mais qui a la majorité à l'Assemblée nationale? C'est une coalition, ils vont faire, voilà, ils vont faire une cohabitation, c'est que ils vont faire un programme commun avec ce que les Congolais ont rejeté et ils ne vont pas lui permettre de gouverner. À mon avis, comme il a une année, ben, il peut faire cette coalition et si au bout d'une année, il sent que cette coalition ne l'amène pas et qu'il y a absolument une crise, parce que c'est ce que dit l'article 146, je crois, si je ne me trompe pas, de la Constitution, eh bien, il peut dissoudre 148, eh bien, il a déjà fait 6 mois. Mine de rien. Hein. Mine de rien, il lui reste 6 mois pour voir s'ils vont lui permettre de gouverner. Ils l'ont empêché d'avoir un Premier ministre qui lui est compatible pendant 6 mois. J'espère que les 6 mois qui viennent, ils vont... La fumée blanche est déjà là. Donc oui, mais pour le Premier ministre, maintenant il faut structurer le gouvernement. Je suis sûr que dans la boulimie du pouvoir du FCC, ils vont chercher... C'est 80-20, voilà. selon les... Donc je ne vois pas comment, avec 20% de ministres, il va orienter sa politique en termes de peuple d'abord. Donc moi, je conseillerais dissoudre ces parlements au bout d'une année et avoir une majorité avec laquelle il peut mener des réformes structurelles de fond contre la corruption, contre la pauvreté, contre tout cela. Et il va un mot par rapport à ces 100 jours. Pour vous, le bilan de 100 jours de chef de l'État, c'est passable? Parce que les actions se voient, ah bon? les routes sont en train d'être réhabilitées. Des crispations de l'espace politique, il y a eu des prisonniers qui sont sortis et tout ça. Non, je crois qu'en termes symboliques, il y a des signaux très encourageants, comme on l'a dit. Les prisonniers politiques sont sortis, mais j'espère que la pesanteur cachée là ne va pas empêcher le président Tshisekedi de faire que ceux qui ont soi-disant participé à la mort du président Laurent Désiré Kabila, qui ont croupi, sont en prison depuis 2001, ça fait plus de 18 ans maintenant, eh bien, qu'ils sautent ces pas-là et qu'ils libèrent. Donc j'ai dit qu'en termes symboliques, dans toutes les démocraties, lorsqu'il y a un nouveau président, il y a des signaux qui sont envoyés. Mais le gros du travail reste à faire encore. Oui, parce que quand vous parlez du programme de 100 jours, vous avez parlé de routes, mais on parlait aussi des ponts, on parlait de bacs, on parlait d'habitat, on parlait d'écoles,
on parlait des centres Tout ça dans médicaux. 100 jours. Mais c'est ce qui a été écrit dans les 100 jours. Alors, donc, je crois que restons optimistes. Laissons la semaine prochaine avoir un gouvernement, le Premier ministre, et voir un peu comment ça va se passer. gouvernement, et avoir un programme. Et voir comment les choses Nous allons vont se passer. terminer, c'est le tout dernier dossier, mesdames et messieurs. Nous allons parler du rapport final de la CIMOCEL. Nous allons parler de la date du 17 mai. C'est encore une date problématique, une date qui n'est pas du tout consensuelle selon l'opinion congolaise. Est-ce que doit-on vraiment honorer nos militaires à cette date-là de l'entrée de l'AFDL? Et pour certains qui ne mâchent même pas leur mot, qui disent que le 17 mai, c'est le Nakba congolais. Donc, on ne sait pas trop où nous en sommes. Et par rapport au rapport de la Banque mondiale par rapport à notre économie. Dans le cadre de sa mission de contribuer dans le processus électoral en RDC, en analysant et évaluant en toute impartialité les 10 processus, la CIMOCEL a relevé devant la presse tant nationale qu'internationale un paradoxe entre, d'un côté, le résultat de la présidentielle et de l'autre, ceux des législatives et des provinciales. La CIMOCEL a noté avec tout le monde toutes les missions d'observation crédibles, la CENI elle-même, les partis prenants ont noté qu'il y avait beaucoup d'irrégularités. Il y a donc des irrégularités. Lorsqu'il y a des irrégularités, qu'est-ce qui se passe? Il y a une analyse qui s'installe pour regarder en profondeur les faits tels qu'ils ont été présentés, afin de tirer des conclusions. Et que cette analyse ne peut se faire qu'avec le recul. Nous avons noté des faits, nous avons engrangé des données, et bien, des analyses vont se poursuivre. Au regard des irrégularités décriées par les parties prenantes lors de ces élections, la synergie d'observation citoyenne des élections recommande à la classe politique la modification du mode d'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs, sénateurs et municipaux. Tant que nous aurons des dirigeants au niveau local qui auront une faible redevabilité vis-à-vis de la population, parce que tout simplement ils sont nommés par les autorités supérieures, eh bien ces développements pourraient avoir peine à pouvoir décoller. Donc il faut que des dirigeants soient élus par la population. Signalons par ailleurs que la CIMOCEL promet de s'inscrire dans la réforme des élections en RDC les jours à venir. Le mémorial du soldat congolais érigé ici à la place Forescom dans la commune de la Gombe a servi de cadre pour commémorer la journée du 7 mai désormais dédiée aux forces armées congolaises. Le président de la République a pris part à la manifestation organisée ces jours à cet endroit. Félix Antoine Tshisekedi a personnellement déposé une gerbe de fleurs au mémorial du soldat congolais. À cette occasion, il a remis des enveloppes symboliques à quelques soldats et officiers militaires retraités pour avoir servi la nation sous le drapeau. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités du pays. Pour rappel, désormais, le 17 mai sera célébré comme la journée nationale de la révolution et des forces armées en souvenir de l'entrée de l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération. D'après les rapports de la Banque mondiale, la RDC est le deuxième pays d'Afrique subsaharienne, après le Nigeria, avec plus de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Les multiples conflits qui ravagent les pays depuis des décennies et la mauvaise gestion sont les causes de cette détérioration de l'économie en RDC. En plus de cela, une baisse constante de la production intérieure par habitant qui caractérise les conditions de vie de la population. Signalons qu'au cours de la période 2010-2013, l'économie a connu un déclin progressif de la part de l'agriculture dans la production nationale et une augmentation de celle des échanges et du commerce. Pour pallier ces problèmes, les représentants du directeur des opérations de la Banque mondiale suggèrent une mise en œuvre de politiques adéquates, entre autres, diversifier l'économie des activités minières, construire et renforcer les institutions légitimes, améliorer les capitales humains. Pour sa part,
Les ministres du budget Pierre Kangoudia, présents à cette réunion, invitent les autorités congolaises à s'y mettre pour améliorer la situation économique du pays et sollicitent un soutien extérieur pour y parvenir. Ces rapports décrivent l'évolution de la pauvreté et des inégalités en RDC et identifient les facteurs qui influencent des changements observés entre 2005 et 2012. Nous sommes en train d'atterrir tout doucement, Jacques Njoli, la célébration de la date pour les forces armées, c'est le 17 mai dorénavant, mais c'est une date qui ne plaît pas à tout le monde parce que c'est l'entrée de l'AFDEL pour certains et tout ça. Est-ce que pour vous, on doit changer de date ou c'est symbolique tout simplement? C'est l'histoire, on ne peut pas changer l'histoire? Non, justement, l'histoire est surtout un travail d'historien. Il y a un problème dans la trame de notre identité en tant que peuple. On est tous d'accord que le 30 juin, nous sommes devenus indépendants. On est tous d'accord que le 4 janvier 59, il y a eu de martyrs. Mais après, ça devient un peu compliqué. Ça devient compliqué parce que parfois on célèbre ce qu'on appelle le mouléliste ou les rebelles, mais ce sont ces rebelles qui ont tué Anouarita, qui est devenue bienheureuse. On a eu un 24 novembre, nous on faisait les défilés. 14 octobre, 20 l'anniversaire mai, et puis ça a disparu. Et là maintenant, on a Ordre national, Kabila, Lumumba, les héros nationaux, dont on ne comprend absolument rien dans cette affaire-là. Et puis il y a cette date de l'AFDEL. C'est vrai que le 17 mai marquerait la chute de la dictature mobutusienne. Mais c'est aussi une date infâme, comme vous avez dit, la Nakba. Vraiment, c'est pas trop fort aussi. Oui, parce que cette date-là marque l'occupation de notre pays. Par qui? Par des Rwandais ou Ougandais. Vous l'affirmez parce que... Je l'affirme, laissez-moi parler. Il y a des gens qui disent que non, c'est un mythe. Hein, parce que lui-même, le président rwandais dit, on a posé cette question, moi je suis les infos à la loupe, il a dit, mais si on parlait d'occupation, et Rwandais a fait quoi à Kinshasa? S'il y a occupation et tout ça, qu'est-ce que le président... Madame, j'ai participé à un documentaire qui a été publié par Canal+, sur la guerre du Congo. Ça, on peut aller plus loin, mais rentrons sérieusement. Qui était le premier chef d'état-major de l'armée congolaise? Je connais le nom. James Kabarebe, qui est devenu chef d'état-major général. Ministre de la Défense. Ministre de la Défense du Rwanda. Dans l'histoire de peuple, vous avez déjà vu, même les occupants allemands ne l'ont jamais fait. Ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. Donc, nous avons eu à un moment ici à être dirigés par des Rwandais. Notre armée a été infiltrée des Rwandais et c'est suite à cette histoire de l'AFDEL, et il n'y a pas meilleur juge de l'AFDEL que Laurent Désiré Kabila qui a dit c'est un conglomérat aventurier. Donc, il faut voir. Si on dit que c'est une journée des forces armées, je suis d'accord qu'il y ait une journée. Est-ce qu'il n'y a pas une date dans l'histoire des hauts faits d'armes de notre armée, à part le... C'est pourquoi j'ai dit que... Est-ce qu'on ne doit pas chercher une il faut faire comme ailleurs. Il y a un comité d'historiens, nous en avons des meilleurs. Je prends le professeur Dayouel, Isidore, qui doivent faire un travail de mémoire et qui doivent faire l'objet de savoir l'ordre national, la Légion d'honneur, c'est quoi? J'ai beaucoup de respect pour Mouzé, mais Mouzé a été en même temps un agent de ces gens-là. Donc, et pour rire un peu, vous savez que le 17 mai, beaucoup d'autorités qui étaient dans les gouvernements... le dernier de l'Ikoulia? Non, pas de l'Ikoulia, dans les gouvernements des coalitions, Mouvement présidentiel, UDEMO et autres, quand il fallait aller au défilé du 20 mai, s'organiser pour aller se promener à Brazza pour ne pas assister à ce défilé. Non, je crois que ce que disent les Sikinois sur cette date-là, avec tous ces Rwandais, tous ces Ougandais, d'autres se sont infiltrés, restés ici, eh bien, c'est une date controversée sur laquelle nous devons discuter. Si on veut faire une journée de commémoration du soldat congolais, ben, il y en a des Congolais
dignes. Hein. Il y a des généraux comme Ikuku Moboti, dont on ne sait même pas là où il a été enterré. Il y a d'autres vaillants militaires, le Mamadou Ndala et d'autres qui peuvent être fleuris ces jours-là. Un mot par rapport à l'économie, c'est vrai que nous sommes classés parmi les derniers. Vous en avez déjà effleuré quelques mots tout à l'heure. Est-ce que vraiment on ne comprend pas ce paradoxe congolais, hein, en tout cas, comment, avec tout ce que nous avons comme richesse du sous-sol, comme richesse humaine, on ne parvient toujours pas à décoller. Est-ce que c'est la faute aux étrangers, puisqu'on dit que l'impérialisme pèse de tout son poids, les multinationales pèsent de tout leur poids en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'est qu'un bassin ouvert à tous les impérialistes que chacun vient de puiser. Où est la part de responsabilité de nous, Congolais, dans la déchéance de notre propre pays? La part de responsabilité du Congolais est fondamentale et centrale. Il faut arrêter avec ces discours des nationalistes menteurs qui se limitent à un nationalisme de football ou à ce discours de l'impérialisme, ces disques rayés. Il faut arrêter. Je crois que lorsque vous lisez le rapport dont vous venez d'évoquer, on donne le cause. La première des causes, c'est l'absence de légitimité des institutions. On en a parlé. Des institutions illégitimes qui cherchent à se légitimer par la violence, par la force, par la corruption. À ce moment-là, le gros de ressources nationales vont à des activités de consolidation ou de recherche d'existence politique et non aux activités de développement. Deuxième raison, l'absence d'une vision économique claire de diversification. Madame, comment voulez-vous que nous exportons 1 million de cuivre à l'état pratiquement naturel? Il n'y a aucune politique nationale en matière de transformation. Ne parlons pas de l'énergie. Comment peut-on développer un pays où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité? On en parle de ces rapports. On parle de la connectivité. Donc, le rapport est surtout de la mauvaise gouvernance, de l'impunité. Ce sont les causes qui font que nous vivons dans ces paradoxes. Donc, si nous voulons sortir des paradoxes, il faut renverser les paradigmes. Nous sommes à la fin, oui. Nous sommes dans cette situation-là où les médiocres deviennent des gouverneurs, des illettrés, et vous voulez développer le pays avec des gens comme ça. Nous sommes presque à la fin. Une toute question vraiment personnelle. Si on vous nommait ministre Jacques Joly, vous serez d'accord? Vous irez au gouvernement? Dans quel cadre? Dans quel cadre? Ministre... On peut vous nommer ministre de la Justice, ministre... Dans quel cadre? Vous allez décliner l'offre comme Stani Boujakira qui a désisté l'offre de la presse présidentielle pour travailler dans la presse présidentielle? Vous allez décliner l'offre? Vous n'êtes ni preneur, ni demandeur, ni quémandeur, ni preneur? Inspecteur général du MLC, député du MLC, et du jour au lendemain devient ministre dans un gouvernement dont je ne connais ni programme, ni accord secret, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, rien ne sépare. Hein. Je vous balancerai ça si on vous nomme ministre. Balancez-moi. Je vous balancerai cette image comme on a fait avec Martin Fayoulou. Okay. Je vous balancerai ça. Merci mesdames et messieurs. Merci vraiment à vous d'être fidèles à cette émission. Merci à toute l'équipe technique, à Maurice Gigandou, à Papi Mondeke, à Rassis, à la régie finale. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. J'avais le plaisir de recevoir Jacques Njoli, qui est député national de la circonscription de Bowende, dans la Chouapa. Restez nous fidèles et nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain, Inch'Allah.